L'iceberg des jeux vidéo a fait son apparition en 2020 qui s'est ensuite popularisé en 2021. Le principe de base d'un iceberg est très simple. On voit premièrement la face visible de l'iceberg où nous retrouvons les théories les plus connues et basiques d'un jeu vidéo, mais dès que nous commençons à plonger dans l'eau, on peut voir la face immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus grande que la face au-dessus de la surface de l'eau. C'est à cet endroit reculé que toutes les théories un peu plus sombres que beaucoup de gens ignorent se retrouvent. Évidemment, il y a encore ce qui se trouve sous l'iceberg ainsi que les abysses, une zone qui n'a jamais été explorée par quiconque. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu très nostalgique qui est Super Mario Bros NES, première version du jeu de base jouable sur la Nintendo Entertainment System. Dans cette vidéo, on va élucider toutes les histoires farfelues à propos de Super Mario Bros. Il y en a beaucoup, c'est pourquoi cette vidéo risque de durer très longtemps. Elle sera divisée en 5 parties communes de l'iceberg: la face visible, sous la surface de l'eau, le fond de l'iceberg, sous l'iceberg et pour finir, les abysses. Plus nous avançons dans notre descente de l'iceberg, plus ces histoires risqueront d'être angoissantes ou terrifiantes. Du coup, à l'abordage et très bon visionnage. Le niveau 1-1 est le premier niveau du jeu, certainement le plus connu, le plus populaire et forcément le plus emblématique de toute la série Mario. C'est pourquoi ce niveau a beaucoup été réutilisé dans d'autres jeux Mario, tels que Super Mario Bros 3, Super Mario Bros Wii et même dans Super Paper Mario. C'est d'ailleurs aussi la raison à laquelle tous les joueurs ayant joué à Super Mario Bros NES peuvent se souvenir par cœur de comment est constitué le niveau, même ceux qui n'y ont jamais joué. Ce niveau sert aussi de base comme tutoriel pour les nouveaux joueurs pour qu'ils se familiarisent avec les commandes. Par exemple, le passage avec les tuyaux est présent justement pour s'entraîner à faire des sauts avec Mario et surtout pour jauger la distance des plateformes. Dernière chose, le niveau 1-1 est aussi représenté dans le menu de présentation du jeu. Les chambres bonus, ou les bonus rooms comme on dit en anglais, sont de petites places cachées où on peut y accéder à l'aide d'un tuyau dans la plupart des cas. Dans ces pièces cachées, vous trouverez généralement beaucoup de pièces et même quelques power-up bonus si vous fracassez quelques briques. Il existe beaucoup de chambres bonus, il y en a une qui se trouve dans le niveau 1-1, dans le niveau 1-2, celui du niveau 2-1, il y en a tellement, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui liste toutes ces pièces cachées. Bon, je pense que vous connaissez et que vous êtes capable de vous représenter le Mario de l'époque. Il porte une salopette rouge, une chemise brune, une moustache, des boutons jaunes, des chaussures brunes, une casquette rouge, bref, voici le Mario qu'on connaissait avant. Au fur et à mesure des nouveaux jeux Mario qui sont sortis bien des années plus tard, le design de Mario a petit à petit été chaviré au bleu. C'est sa chemise qui a été changée de couleur. Petit secret très simple, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Si vous vous arrêtez un instant dans le jeu et que vous observez le décor, vous remarquerez que les nuages ainsi que les buissons ont exactement le même design, juste la couleur qui est différente. On peut le voir de même avec le champignon et les gambas. Si vous enlevez les pattes à un gamba, il aura exactement la même forme que le champignon. Une fois de plus, ils ont le même sprite, mais pas les mêmes couleurs. Certainement le glitch le plus connu dans Super Mario Bros. Si vous voulez avoir de la vie infinie, il faut se rendre vers la fin du niveau 3-1. Vous trouverez juste avant le drapeau d'arrivée des escaliers avec deux coupas verts qui descendent. Si vous sautez sur un de ces coupas et que vous arrivez ensuite à sauter sur lui un bon nombre de fois avec les collisions dans le mur en parfaite harmonie avec le saut de Mario, vous arrivez à obtenir une infinité de vie. Attention, une technique qui ne se réussit pas du premier coup. Par contre, une chose qu'on ignore souvent, c'est le compteur de vie. S'il contient plus de 9 vies, il affichera une couronne, ensuite une suite de nombres. Ensuite ce sera la couronne et une suite de toutes les lettres de l'alphabet. Après cela, le compteur affichera une couronne et un bloc glitch de couleur bleue et restera tel quel. On ne sait pas trop pourquoi. Sur la version Game & Watch, il était possible d'obtenir le symbole infini après suffisamment de vie récupérées. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais si le timer du jeu atteint le chiffre 100, la musique s'accélère. Et lorsque le timer atteindra 0, vous mourrez. Cette action a été ajoutée pour forcer le joueur à terminer le niveau dans un temps imparti.
Là encore, petit secret que pas tout le monde connaît. Les frères Marteau sont l'équipe d'élite des Koopas et certainement les ennemis de Bowser les plus ardus à éliminer. Si tu te fixes à un endroit près des frères Marteau et que tu t'arrêtes de bouger pour les regarder bêtement à jeter des marteaux dans le vide, reste sur tes gardes car ils finiront par venir vers toi en s'approchant de plus en plus. À part dans le monde 8, tous les Bowser que nous affrontons dans chaque dernier niveau de chaque monde sont des fakes. En réalité, nous nous battons avec un ennemi déguisé en Bowser grâce à la magie du roi Koopa. On peut découvrir leur identité si on les tue en leur balançant des boules de feu à l'aide de la fleur de feu. Dans le niveau 1-4, c'est un Gomba, dans le niveau 2-4, c'est un Koopa, dans le niveau 3-4, c'est un bruit insecte ou Buddy Beetle en anglais. Dans le niveau 4-4, c'est un Iris ou Spiny en anglais. Dans le niveau 5-4, c'est un Lakitu. Dans le niveau 6-4, c'est un Bloops. Et dans le niveau 7-4, c'est un Frère Marteau. Bien sûr, dans le monde 8, c'est le vrai Bowser que nous affrontons. Les zones de raccourci, comme j'aime bien les appeler, sont des warp zones en anglais. Ce sont des zones cachées où vous retrouverez des tuyaux qui vous permettent de passer d'un monde à l'autre rapidement. Il est évident que ces passages sont beaucoup exploités en speedrun. On peut en trouver dans le niveau 1-2 en passant à la fin du niveau au-dessus des briques, et dans le niveau 4-2 en frappant un bloc qui révélera une plante. Escaladez-la et vous vous retrouverez dans une zone de raccourci. Voilà, toutes les histoires connues ont été énumérées. Pour l'instant, cela ne vous a pas trop choqué, j'espère. C'était la partie de la vidéo qui regroupe toutes les théories les plus populaires de Super Mario Bros. Maintenant, nous allons commencer par descendre et regarder ce qu'il y a sous la surface de l'eau. On se retrouve là-bas. A plus tard. On commence très fort avec cette théorie. Vous la connaissez sûrement si vous en avez déjà au moins entendu parler. Il est écrit de base dans le manuel de Super Mario Bros qu'à cause de la magie de Bowser, tous les habitants du royaume champignon ont été transformés en briques, à savoir les Toads. Du coup, je vous laisse deviner la suite. Qu'est-ce qui se passe alors quand Mario casse les briques pour prendre des pièces dans le jeu? Serait-il en train de tuer tous les Toads ou d'aspirer justement leurs âmes en s'emparant des pièces de chaque brique? Cette théorie veut que Mario soit le réel méchant dans l'histoire. Il ne serait pas un héros, mais un véritable génocidaire. Ça, c'est fou. Le pire, c'est cette ligne dans le manuel. Mario, the hero of the story. Maybe. Les salauds, ils ont tout prévu chez Nintendo. Ou alors, peut-être que Mario dans l'histoire, il n'était finalement pas au courant de cette malédiction qui s'est abattue sur les Toads. Mais ça reste quand même effrayant, car Mario tuerait alors des personnes sans le savoir. Ou alors, Mario était simplement au courant de tout ça, mais qu'en réalité, il serait contrôlé par une force extérieure. Une force qui l'oblige à tuer tous les Toads, qui le manipule dans le moindre de ses mouvements. C'est nous, les joueurs, qui le contrôlons. C'est nous qui torturons psychologiquement Mario pour sauver la princesse Peach. Peut-être que Mario appelle à l'aide dans sa tête, mais il ne peut rien faire. Il souffre tout en se laissant contrôler. Est-ce possible que ce soit nous-mêmes les véritables méchants? Après, cette théorie a tout de même ses propres erreurs. Si Bowser a transformé tous les habitants en briques, pourquoi n'a-t-il pas transformé Mario? Et il ne faut pas oublier la princesse Peach. Selon le manuel, une fois de plus, c'est elle qui est capable de lever la magie sur les Toads, mais dans le jeu, à aucun moment, elle effectue cette action. A chaque fois qu'on avance dans un jeu vidéo, on a toujours la possibilité de sauvegarder notre progression. Mais dans Super Mario Bros, ce n'était pas possible de faire ça. C'est uniquement à la sortie du premier Mario All-Star, qui regroupait Super Mario Bros, le 2, le 3 et le Super Mario Bros Lost Level, que la sauvegarde a été ajoutée. Mais pour rappel, à l'époque, la majorité des jeux se passaient sur des arcades, où il n'y avait pas de sauvegarde. On était censé jouer jusqu'au Game Over. Si on remettait une pièce dans la machine, c'était pour recommencer la partie depuis le début. On va cette fois-ci aborder une technique que beaucoup de speedrunners utilisent, celle d'éviter de justesse les plantes piranha qui sortent des tuyaux. Dans les speedruns, on n'a pas le temps d'attendre que la plante piranha retourne dans son tuyau, donc il fallait sauter malgré sa présence et atterrir à un pixel près de la plante. Cette technique demande beaucoup de précision. Ce personnage emblématique de la série Mario cache aussi son petit secret. À chaque fin de combat contre Bowser, un Toad nous dit que Peach est toujours dans un autre château. Mais la question est, a-t-elle été déplacée de château en château à chaque fois que Mario entrait dans un nouveau château? Ou alors était-elle située dans le château du monde 8 depuis le début? Une question qui restera sans réponse.
Accrochez-vous, là on va parler d'un de mes thèmes préférés, les niveaux cachés ou secrets comme vous voulez. Il existe quelque part dans le jeu un passage qui nous amène vers le niveau -1. Il se situe au niveau 1-2, c'est vers la fin qu'il faudra effectuer un glitch difficile à réaliser pour traverser les blocs pour vous rendre dans la Warp Zone. Une fois réussi, si vous empruntez le tuyau du milieu, vous serez téléporté au monde 5. Par contre, si vous empruntez le premier tuyau tout à gauche, le niveau -1 sera à vous. Finalement, ce niveau caché ressemble à un niveau commun qui se déroule dans l'eau. Cependant, si vous réussissez ce niveau, vous serez téléporté au début de ce même niveau. Le seul moyen d'y réchapper, c'est de mourir jusqu'au game over. Le nom de base était le niveau 36.1, mais le numéro 36 a un bug graphique sur la console. C'est pourquoi il ne reste que le -1. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que Nintendo a voulu faire un petit clin d'œil à ce niveau dans le jeu Super Paper Mario. En effet, dans le jeu sur Wii, une zone est appelée Underwear. Son surnom est justement le niveau -1. Les codes de génie du jeu sont de base une série de manipulations de touches non disponibles sur la console de base qui permettent de modifier le jeu pour le rendre plus amusant. Voyez ces codes comme des hacks. Ces touches indisponibles de base sur la console viennent d'un émulateur qu'on pouvait accrocher à la Nintendo Entertainment System. Ces codes de génie nous permettaient de commencer la partie avec un nombre X de vie, de pouvoir voler et ainsi survoler les niveaux, de faire en sorte que Mario puisse sauter plus haut, d'ajouter plus de spawn de mobs, voire remplacer les mobs par des Toads ou la princesse Peach, rester en mode étoile indéfiniment, faire en sorte que des Goombas puissent jeter des marteaux comme les frères marteaux, je ne sais pas quoi dire. D'autres codes de génie permettaient de changer les musiques de fond, mais aussi de faire bugger les textures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces codes, on peut trouver des niveaux cachés, ou encore d'autres informations que l'on ignore encore à ce jour. On est d'accord que chaque avant-dernier niveau de chaque monde, comme par exemple le niveau 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, possèdent tous à la fin un énorme château plus grand que les autres. C'est logique en fin de compte puisque justement dans les derniers niveaux de chaque monde, on entre dans un château pour affronter Bowser ou des fake Bowser. Et au premier niveau de chaque monde, à part dans le niveau 1-1, le château est énorme puisqu'on y ressort. Alors expliquez-moi, pourquoi au début du niveau 5-1, le château est tout petit ? Le niveau 4-4 se déroulait bel et bien dans un château, et ce château était énorme à la fin du niveau 4-3. N'était-ce finalement pas une erreur de la part des développeurs? Alors pourquoi aurait-il volontairement ajouté ce petit détail? Selon certains joueurs, le château à la fin du niveau 4-3 serait un mirage, il serait de petite taille depuis le début. Il existe beaucoup d'autres versions du jeu Super Mario Bros. Celui qu'on pouvait télécharger sur le PC s'appelait Super Mario Bros Special. Les textures et la manière de jouer étaient complètement différentes et étaient forcément moins bien travaillées que la version originale. Il y avait beaucoup de lag dans le jeu, notamment sur la musique de fond. Les couleurs du décor n'étaient pas les mêmes et pire, l'écran ne présentait aucun mouvement sur l'avancement du niveau. L'écran changeait de screen lorsque Mario était tout à droite à chaque fin de transition. À l'époque, ça ne faisait pas trop envie d'y jouer. Une version arcade sur le même jeu existait aussi, il avait pour nom Versus Super Mario Bros. Il n'y avait pas trop de différence sur le jeu original, par contre il était plus fluide et laguait beaucoup moins. C'est pour ça qu'il a été considéré longtemps comme la meilleure version de ce jeu. Une autre version sur un autre arcade qui se nommait l'Arcade Play Choice 10 ou 10 en français contenait aussi Super Mario Bros mais était considéré comme moins bien car il coûtait beaucoup trop cher pour y jouer. Mario frappe les blocs avec sa tête. On a toujours pensé que c'était vrai, mais on avait tous faux depuis le début. Un sondage sur les jeux vidéo a été fait en 2014 et les résultats sont frappants. 62% pensaient que Mario utilisait sa tête et 34% sa main. Les 4% restants, je ne sais pas trop comment ils ont raisonné. Peut-être ont-ils pensé que Mario frappe les blocs avec son... Mais revenons sur Terre, Mario a toujours frappé les blocs de briques avec sa main. Si on regarde attentivement le design de Mario, lorsqu'il saute en l'air, on peut remarquer que sa main est légèrement plus haut que sa tête lorsqu'il touche les briques. C'est avec l'évolution de son design qu'on peut mieux distinguer la hauteur de sa main et de sa tête. Super Mario Bros était un jeu connu en ce qui concerne le speedrunning lorsqu'on essaye de finir le jeu en moins de 5 minutes. Mais il existe beaucoup de speedruns sur YouTube qui sont des fakes. Par exemple, Mario est contrôlé par une intelligence artificielle et non par le joueur.
ou alors le joueur utilise des commandes de manette indisponibles ou encore tout simplement un émulateur qui assiste son speedrun. Il existe même un glitch qui permet à Mario d'accélérer sa course plus rapidement. Au lieu de maintenir la touche qui le fait courir, Mario doit enchaîner des sauts en arrière et atteindra sa vitesse de pointe beaucoup plus rapidement. Cette technique de glitch a été interdite et bannie dans beaucoup de speedruns. De nos jours, il y a de moins en moins de tricheurs car on sait reconnaître si un speedrun est un fake ou non. Par exemple, si la musique générale est légèrement modifiée, on pourrait croire que les joueurs la modifient pour éviter les copyrights, mais c'est un mensonge, c'est un signe que le speedrun est un fake. Un autre signe est détectable dans le niveau 1-2 lors du passage dans la Warp Zone. Quand Mario passe au-dessus des briques, on peut le voir emprunter ce passage, alors que si Mario est totalement obscur, ce qui n'est pas supposé se passer de base, alors le speedrun est très probablement un fake lui aussi. Après, je vous passe les petits tics anormaux dans les facecams. Si on étudie attentivement l'expression d'un joueur ou ses actions pendant le déroulement de la run, on arrive aussi à dénicher des tricheurs. Alors, tout va bien pour le moment? Peut-être que ces théories vous ont très probablement étonné, ce qui est normal car on vient d'aborder ce qui se trouve juste en dessous de la surface de l'eau. Dorénavant, nous allons visiter le fond de l'iceberg. Que va-t-on trouver à cet endroit mystérieux? La réponse dans quelques secondes. Dans ce niveau de l'iceberg, on va pas mal aborder les différentes techniques que les speedrunners utilisent. Le premier est le saut mural, une action de Mario qui est possible depuis la sortie de Super Mario 64, mais impossible dans le jeu original Super Mario Bros à la NES. Mais il est possible d'effectuer un mini-saut pour se rattraper sur une paroi à l'aide d'un glitch. Quand Mario fonce contre la paroi, on ne le voit pas mais il rentre dans le bloc une fraction de seconde. Au bon moment, il faut sauter avec Mario lorsqu'il se trouve à 2 pixels près de la paroi. Cette technique est réalisable avec un bug mais reste très compliquée à reproduire. Encore une technique de speedrunner, où le but c'est d'atterrir tout en bas du drapeau glitché dans un bloc et cela vous permettra d'éviter la cinématique du drapeau qui descend tout en bas. Une technique pour gagner de précieuses secondes en speedrun. Par exemple, dans le niveau 1-1, il faut effectuer une série de sauts en arrière pour arriver à atterrir tout en bas du drapeau, de sorte à ce qu'on touche le bloc qui le maintient. C'est lorsque Mario pénètre à l'intérieur de ce bloc qu'il faut sauter au bon moment. Ce glitch est plus simple à réaliser dans le niveau 8-2, car si les chaînes de sauts sont effectuées au bon moment, on peut atterrir sur un bullet bill et Mario effectuera le glitch du drapeau sans qu'on ait besoin de cliquer. Attention, dernière technique de speedrunner qui est considérée comme la plus difficile qui existe. Dans le niveau 4.2, le principe primaire est de faire 3 sauts en arrière pour être glitch à l'intérieur des blocs. Une fois réussi, tous les sauts que fera Mario seront beaucoup plus rapides et minimes, jusqu'à la fin du niveau ou si Mario perd de la vitesse. C'est pour cette raison que ces sauts modifiés sont considérés comme fausses. Après cela, il suffit d'enchaîner la Warp Zone avec une vitesse inimaginable puisque Mario effectue des sauts plus rapides, toujours et encore pour gagner un maximum de temps pendant la run. Il existe beaucoup d'objets ou de power-up qui ont été abandonnés durant le développement du jeu. L'un d'eux est un objet grimpable considéré comme une corde que Mario peut utiliser pour monter ou pour descendre. Mais attention, il peut le prendre que par les côtés et non par en dessous. Comme pour les objets, beaucoup de personnages ont été supprimés pendant la publication du jeu. L'un d'eux ressemblait à un dinosaure qu'on pouvait chevaucher et le commander. Beaucoup de personnes, moi y compris, pensant que c'est Yoshi. Ce personnage mystérieux n'a finalement pas été ajouté au jeu suite aux capacités techniques limitées de la Nintendo Entertainment System. On dit que les développeurs se sont inspirés du Gastornis pour faire ce croquis, qui était une espèce d'oiseau qui a disparu à la fin de l'ère paléocène. Ce personnage aurait été inspiré aussi par les oiseaux chevaux, créatures présentes dans le fameux film Nausicaa de la vallée du vent. C'est quand même ironique de se dire que Yoshi a fait sa première apparition dans Super Mario World juste quelques années après Super Mario Bros. Les développeurs avaient déjà pensé à créer Yoshi pour Super Mario Bros à la NES. Le fait d'aller au-delà du drapeau a toujours été un fantasme pour les joueurs les plus curieux. Il faut sauter vers la gauche en même temps qu'un Koopa traverse la limite vers la gauche. Vous effectuerez un glitch tel que le Koopa réapparaîtra dans le sol. À partir de ce moment-là, il ne faut pas quitter le Koopa des yeux. Suivez-le jusqu'à la fin du niveau. Profitez-en pour prendre un champignon si jamais vous êtes petit, car Mario fait de plus grands sauts quand il est de plus grande taille.
À la fin du niveau, il faut sauter au loin sur le drapeau en même temps que le Koopa atteindra le drapeau dans le sol. Vous tuerez alors le Koopa avec le glitch, mais vous ne toucherez pas le drapeau car dans le jeu, il est impossible d'effectuer deux actions spécifiques en même temps. Et vous voilà enfin au-delà du drapeau. Comme on ne peut pas revenir en arrière d'un niveau et qu'on ne peut pas prendre le drapeau, on va forcément mourir quand le timer atteindra un 0. Prenez ce temps pour visiter la zone avant votre mort. Finalement la zone ne change pas, les décors resteront les mêmes, il n'y aura juste plus de blocs ou d'ennemis. Des hackers ont réussi à passer au-delà du drapeau et de geler le timer de sorte à pouvoir visiter la zone indéfiniment. Au bout d'un certain temps, certains joueurs ont fini par atteindre des endroits complètement buggés, des textures qui ne sont pas à leur place, qui possédaient des formes indescriptibles. Finalement, le joueur finit par être téléporté à l'écran titre, sûrement l'action d'un bug lorsqu'on avance trop loin dans la zone. D'autres joueurs ont tout simplement préféré quitter le jeu car ils se sentaient très mal à l'aise de rester au-delà du drapeau trop longtemps. La box de Super Mario Bros ne vous rappelle rien du tout? Si à l'époque vous avez eu cet air de déjà vu, eh bien c'est tout simplement normal. Le sprite de Mario a été réutilisé de la box du jeu Donkey Kong sur arcade, le premier jeu où Mario fait son apparition. On peut voir sur les deux affiches qu'il possède exactement les mêmes lignes de fuite, mais avec des couleurs différentes. Ceci est une légende urbaine ou plus une rumeur d'après un certain Jeff Rovin. Il existe quelque part dans le jeu un niveau qui se déroule dans une chocolaterie, d'où son fameux nom en anglais Chocolate Factory Level. On ne sait pas comment y accéder, beaucoup de joueurs se sont penchés sur la question et ont effectué tous les glitches du jeu ou tous les hacks pour atteindre ce niveau. À ce jour, personne n'a trouvé le moyen d'accéder au niveau de la chocolaterie. Il restera un mystère pour tous. La rumeur veut que si on tourne Super Mario Bros via un émulateur louche téléchargeable sur PC, on reçoit des virus. Cette théorie a été prouvée par White OPS qui est une compagnie de sécurité virtuelle. À elle seule, elle a détecté et identifié à ce jour 240 émulateurs Android qui ont envoyé des virus sur les ordinateurs. Ces émulateurs ont parfaitement volé la forme et l'interface de la Nintendo Entertainment System pour bien être dissimulés et par ailleurs manipuler et inciter tous les joueurs à le télécharger pour la nostalgie de Super Mario Bros. Moi-même, j'ai eu ma propre expérience personnelle. J'ai téléchargé un émulateur pour jouer à Super Mario Bros. Je l'ai directement désinstallé suite aux nombreux bugs et lags qu'il y avait à l'intérieur. Suite à cela, j'ai eu 3 blue screens dans la même journée et mon ordinateur tournait plus lentement que d'habitude. Donc, faites attention de ne pas télécharger n'importe quoi sur internet. C'est bon, je vous laisse le temps de respirer, on est bon. C'est tout bon là? Parfait, préparez-vous, il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit à propos du jeu. Nous avons visité l'entièreté de l'iceberg dans le moindre de ses détails. Nous allons dorénavant plonger plus profond dans l'océan et découvrir ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. C'est-à-dire dans les eaux profondes, sombres, où il n'y a plus du tout de lumière. C'est parti, on se retrouve là-bas. Saviez-vous que le lancer d'iris de Lakitu est de base incorrect? À l'origine, lorsque les iris atterrissaient sur le sol, ils étaient censés traquer un peu plus Mario. Mais surtout le lancer de Lakitu devait de base plus s'adapter à la position et à la vitesse du joueur. L'iris devait atterrir plus en fonction du déplacement de Mario. Tout ça est le résultat d'un bug qui a été découvert 30 ans après la sortie du jeu. À peu près la même période du bug de fumée dans Super Mario 64. Finalement, que tirer de tout ça? Était-ce un réel bug ou était-il volontaire car il était plus simple à mettre en place? Dans le code source disponible du jeu Super Mario Bros, on peut remarquer un dessin familier qui a été utilisé de base pour le sprite de l'étoile qui donne l'invincibilité à Mario. Cette forme n'est autre que l'étoile de David, considérée comme le symbole de la religion juive. Pourquoi utiliser ce symbole? Il n'y a pourtant pas de connotation religieuse à l'intérieur du jeu, alors juste pourquoi? Encore un niveau caché accessible par un glitch ou un génie-code. Ce niveau se nomme le couloir du ciel, Sky Corridor en anglais. Le vrai nom de ce niveau était 137.1, mais le niveau 137 a laissé place à un bloc glitch à la place. Le contenu de ce niveau ressemble très fortement à un couloir qui se déroule dans le ciel avec plein de textures buggées et des plateformes qui ont été construites n'importe comment.
On ne sait pas d'où vient ce niveau, ni quelle est sa réelle signification. Certains pensent que c'est le dernier niveau que Mario doit effectuer juste avant sa mort, ce qui fait référence à sa montée au paradis. Vous vous souvenez du fameux niveau -1? Eh bien, il existe un monde où les niveaux négatifs peuvent continuer. Le Minus World, aussi appelé le monde négatif, est une sorte d'univers parallèle où on peut entrer dans des niveaux cachés qui se succèdent. Ce monde est uniquement accessible par la version japonaise de la Famicom Disk System. Le niveau -1 est un peu différent que sur la version originale. Il ressemble de peu au niveau 1.3, mais tout le stage est rempli d'eau, ce qui vous permet de nager. Bien évidemment, il y a la présence de certaines textures buggées, notamment la princesse Peach immobile, on ne sait pas trop pourquoi, ainsi que plusieurs Bowser qui ont été coupés. Étrange, n'est-ce pas? Pour passer au niveau -2, il faut passer le drapeau par la moitié du bas. Le niveau -2 ressemble quant à lui à celui du niveau 7.3. Pour passer au niveau -3, il n'y a par contre aucune restriction. Le niveau -3 ressemble quant à lui au niveau 4.4. On pourrait penser que l'endroit devrait être un château, mais pas du tout. Ce niveau se passe sous terre avec en plus des bloops qui volent et qui peuvent vous attaquer. Le labyrinthe du niveau 4.4 ne marchera pas, du coup vous pourrez le traverser sans trop de soucis. Quant au combat contre Bowser à la fin, il n'est pas présent. À la cinématique de fin, on aperçoit le message de Toad, mais une nouvelle fois, Toad n'est pas là. Aurait-il disparu? Si vous réussissez le niveau -3, vous retournerez à l'écran titre. Si vous décidez de recommencer le jeu, tous les Goombas seront remplacés par des bruits insectes. En fait, le jeu s'est changé en hardcore comme si vous avez auparavant terminé l'aventure. Le Minus World est avant tout un bug qui pouvait aussi être accessible par des cartouches corrompues. Ce prétendu bug a ensuite été corrigé dans les prochains remakes. Certains hackers du jeu ont prétendu avoir réussi à atteindre le niveau -9. Le jeu Super Mario Bros a fait un buzz si immense que des cartes à collectionner possédant les images des personnages de Super Mario Bros ont été confectionnées. Au Japon, on les nomme aussi les Super Mario Bros Menko. Ils sont toujours vendables sur internet, mais ils sont très chers car ils sont devenus énormément rares. Ces cartes pouvaient aussi être utilisées de base pour des jeux de cartes classiques. Et ensuite, il y a aussi ces petites figurines du jeu qu'on les surnomme les Keshi. Ils sont aussi achetables sur internet et notamment obtenables dans des machines à capsules à l'époque. Une autre version sur Super Mario Bros que vous ne connaissez sûrement pas est disponible sur PC All Night Nippon. Le gameplay est basé sur une réelle émission japonaise à la télévision qui était un talk show nommé All Night Nippon. Dans le jeu, tous les ennemis et personnages ont été modifiés de sorte à ce qu'ils ressemblent aux présentateurs et participants de cette émission. Le jeu a été créé pour fêter les 20 ans de All Night Nippon. Certaines OST différentes, toutes écrites par Koji Kondo, sont inspirées d'autres chansons des années 80. Dans le jeu, on avait aussi la possibilité de jouer Luigi. Le monde 1 débutait pendant la nuit car l'émission se déroulait pendant la nuit aussi. Et dans les niveaux, si on est très attentif, on peut remarquer des micros placés à peu près n'importe où. Le décor de chaque niveau devait ressembler au maximum à cette émission. Encore un niveau caché bien mystérieux qui est accessible une nouvelle fois par un Genicode. Le niveau se déroule dans l'eau, il contient uniquement un seul et seulement un seul ennemi de tout le stage. C'est une plante piranha et on ne sait pas trop pourquoi elle est toute seule. À la fin du niveau, on retrouve l'arène où on est censé affronter Bowser, mais bien évidemment, il manque Bowser. La cinématique de fin se centre sur un seul message, Thank you, et c'est tout. Et bien sûr, le Toad, qui n'est pas présent ici. Autre niveau secret, aussi accessible par un Genicode. Le niveau de base avait pour nom T1, ce qui veut dire 29.1. C'est très simple à comprendre. T est la 20e lettre de l'alphabet, et on ajoute +9 pour les 9 nombres à un chiffre, excepté le 0. Je vous laisse donc faire le calcul. Vous verrez que le nom est logique. En ce qui concerne le contenu du niveau, il se déroule dans une zone remplie de nuages, de structures faites n'importe comment, la musique de fond et l'OST de l'étoile de Mario on continue. Beaucoup de chips sont présents dans ce niveau, si vous tentez de leur sauter dessus, ils se transformeront en carapaces de Koopa. Un autre fait mystérieux qui se présente est lorsque on obtient la fleur de feu. Du moment qu'on la touche, la journée disparaît et laisse place à la nuit. Que d'histoire mystérieuse, n'est-ce pas? Nous sommes aux portes des abysses. Je vous demanderai alors de reconsidérer votre détermination.
Êtes-vous prêt à pénétrer à l'intérieur? Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'il y a de plus profond dans Super Mario Bros? Êtes-vous prêt à découvrir des histoires qui pourront détruire votre enfance et votre nostalgie à jamais? Très bien, comme vous voudrez. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, dans les abysses de l'iceberg de Super Mario Bros. Durant une interview au Japon, Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, avoue avoir affirmé que Mario était planifié de base pour porter un pistolet et tuer les ennemis de cette façon. Par exemple, la touche A de la console était destinée à tirer des balles. Finalement, cette méthode a été retirée au développement car Nintendo a voulu le remplacer par le saut pour tuer les ennemis et privilégier cette action car c'était un jeu de plateforme. Mais lorsqu'on joue au jeu, on peut remarquer quelques détails qui ont été prévus basiquement pour le concept de l'arme à feu. Les boules de feu que Mario lance avec la fleur de feu sont le design que devaient avoir les balles que Mario devait tirer avec son pistolet. Pire encore, les zones bonus avec des nuages dans le ciel étaient basiquement des sections de tir pour tuer les ennemis. Beaucoup de niveaux prévus durant le développement du jeu ont été abandonnés à cause de la capacité limitée de la Nintendo Entertainment System. Certains de ces niveaux étaient majoritairement aquatiques et étaient considérés comme incroyables, car ils possédaient des actions de physique illogiques, par exemple Mario qui nage dans les airs alors qu'il n'y a pas d'eau, ou encore des niveaux prévus pour que Mario nage tout en haut et non se déplace continuellement vers la droite. À ce jour, on n'a toujours aucune image ou réelle preuve que ces niveaux ont existé. La box de Super Mario Bros devait être refaite car les dessins contenaient des mauvaises couleurs comparées au jeu. Le personnage de Bowser devait être refait entièrement, l'expression de la princesse Peach devait être modifiée, mais surtout il fallait changer le M de la casquette de Mario car il ressemblait trop au logo de McDonald's. Yoichi Kotabe, meilleur illustrateur japonais de l'époque et un expert dans l'art de l'animation, était chargé du redesign de la box du jeu. McDonald's a eu vent de cette histoire et s'est empressé de contacter Kotabe et lui demander de faire en sorte que le M sur la casquette de Mario ressemble parfaitement à celui de leur logo. On ne sait pas si la proposition s'est dégénérée ou a très mal fini, mais en regardant au fil du temps le M de Mario ressemblant de moins en moins à celui du McDonald's de par sa forme et sa couleur, on peut supposer que cette histoire a très mal tourné. Cette théorie s'est confirmée en 2018. Kotabe l'a exprimé dans un journal français qui s'appelle Le Monde. Il aurait refusé immédiatement la proposition car il s'est souvenu d'une phrase de Miyamoto qui lui aurait demandé pour le redesign lors de son engagement: Mario ne tuera personne. Kotabe a voulu en aucun cas accepter le sponsor de McDonald's pour éviter que Mario incite les personnes du monde entier à consommer de la nourriture fast-food qui est extrêmement dangereuse pour la santé. Mais finalement, l'histoire s'est plutôt bien terminée, heureusement, j'ai envie de dire, car les deux sociétés se sont réconciliées et ont commencé ensuite à faire quelques partenariats, comme par exemple la création de figurines Mario dans les Happy Meal ou encore son apparition au sein des pubs McDonald's. Le jeu a été prépublié au Japon un 13 septembre 1985, mais des rumeurs racontent que c'était un jour avant, le 12 septembre 1985. À l'époque, il y avait énormément de difficultés à publier le jeu à cause des droits d'auteur de Nintendo. Certains développeurs seraient devenus fous et auraient réalisé des cauchemars pendant leur sommeil à cause de toute cette histoire. Cette date est considérée comme le jour obscur de Nintendo. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a beaucoup de glitches dans le jeu. Les développeurs n'auraient pas eu le temps adéquat pour les enlever et les supprimer avant la publication du jeu. D'autres joueurs affirment que tous les glitches présents de Super Mario Bros étaient tous, je dis bien tous, censés être agrémentés dans le jeu de base. La ville natale de Shigeru Miyamoto est Sonobe, une petite cité au Japon. Un jour, durant son enfance, le village a vécu un kidnapping. Cet événement a marqué la conscience de Miyamoto tellement qu'il se serait servi de cette histoire pour écrire le script de Super Mario Bros. Cette histoire que je viens de vous citer est en totale opposition avec la dernière que je vais aborder de suite. Tout ce qui se trouve dans le jeu, absolument tout ce qui est présent dans le gameplay de Super Mario Bros est un rêve.
une théorie terrifiante qui tient la route car beaucoup d'éléments coïncident. Premièrement, les champignons que consomme Mario pour grandir sont tous des champignons hallucinogènes destinés à provoquer de fortes hallucinations chez la personne, comme si on était sous l'emprise de la drogue. De deux, l'action que Mario effectue le plus souvent est le saut. Le fait de sauter très haut dans un rêve a une forte signification. Il signifie la progression dans la vie, le fait de ne jamais abandonner et de continuer coûte que coûte jusqu'à atteindre nos buts, ce que Mario ne cesse de réaliser dans le jeu. Pire, un très vieux animé est sorti au Japon en 1986 sur l'histoire de Super Mario Bros et contient des scènes très perturbantes. Déjà, dans cet animé, le design de Luigi était très différent de celui qu'on connaissait aujourd'hui. Des consoles de jeux sont présents dans certaines scènes qui sont en fait des matériaux promotionnels pour Nintendo. On voit aussi une scène où Mario joue à un jeu vidéo et finit par rager à cause d'un game over. Mais le plus pire est une scène où Luigi hallucine et rêve d'une attaque de Goomba parce qu'il a mangé des champignons hallucinogènes, ce qui confirme la théorie de la drogue. Et n'oublions surtout pas l'ending de Super Mario Bros 2, une scène où Mario dort et aurait très probablement rêvé de toute l'aventure qu'on aurait faite jusqu'à la fin du jeu. Finalement, qu'est-on censé tirer de toute cette histoire? Cette théorie semble plausible car tous les éléments que je vous ai racontés coïncident parfaitement à la construction d'un rêve. Et vous, quelle serait votre réaction si le jeu Super Mario Bros était irréel depuis le début? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ce format qui me plaît beaucoup à moi aussi. Les icebergs sont des faits fascinants que j'adore et que j'aimerais vous transmettre à ma façon. Peut-être risque-t-il d'y avoir d'autres vidéos sur le sujet. C'est vous qui déciderez si la vidéo vous a plu bien entendu. De mon côté, je vais vous laisser nager encore un peu dans toutes ces théories. J'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté du jeu au point de ne plus y rejouer. Il ne faut pas oublier que ce sont toutes fort probablement des hypothèses, car il faut bien chipoter un peu pour remplir un iceberg, même si certaines théories cachent des histoires sombres qui s'avéraient être finalement réelles. Allez, au revoir, et à une prochaine.